Bonjour et bienvenue dans un nouveau The Game, qu'on pourrait appeler The Game le retour sur Warhammer, puisque la suite de la gamme française est sortie. Elle nous a été généreusement offerte par Chaos Project, que nous remercions. Donc, aujourd'hui, on a devant nous, j'ai pris la version collector parce qu'elle est magnifique, hein, comme toujours, du Pouvoir derrière le trône, le troisième volume de la campagne de l'ennemi intérieur. Une campagne mythique, bien sûr, on en a un peu parlé lors du premier The Game. Et parallèlement est sorti le volume très attendu sur Altdorf, qui est la capitale de l'Empire et du Reichland, la couronne de l'Empire qui va vous emmener dans ces rues où tant de manigances se passent. Alors, on va pas trop s'étendre là-dessus, surtout pas sur la campagne, parce que j'imagine que peut-être des joueurs pourraient, tels des Skaven, venir espionner. Néanmoins, on va quand même feuilleter, voir ce qu'il y a dedans. C'est aussi l'occasion, pour ceux qui ne connaîtraient pas, de voir ce que contient les versions collector qui brillent, donc à la caméra ça risque de briller. Dedans, vous avez les deux versions collector du livre de campagne ainsi que du compagnon. Même principe. Un livre de scénario pour jouer la campagne, un livre compagnon qui va développer certaines thématiques, offrir des scénarios alternatifs, enfin pas alternatifs, complémentaires, et pas mal d'informations qui sont très bien faits. Et en plus, dans la boîte collector, vous aurez toujours les aides de jeu préimprimées, donc voilà, qui sont sur du beau papier et avec des très belles impressions. Elles sont en quantité, mais on va pas trop les montrer parce que, à nouveau, nous craignons les regards des joueurs. Les bouquins sont magnifiques, bah là maintenant on le sait avec Warhammer, on a la reprise de la couverture ici, donc voilà, je crois que ça c'est le compagnon, hein, il me semble, oui, ça doit être le compagnon bien sûr, qui nous rappelle un peu l'historique de la campagne à chaque fois, et plein d'éléments en plus, des aventures secondaires. Là on va parler un peu de Middenheim. Cet épisode de la campagne, c'est pas réellement divulgaché que de dire ça, mais se passe à Middenheim, dont le supplément a été sorti déjà auparavant, j'en avais déjà parlé, bien entendu. Et c'est vraiment, là, on va se retrouver dans une sorte de nid de crabe, d'intrigue, de manipulation, de jeu de pouvoir politique dans lesquels les joueurs vont devoir tirer leur épingle du jeu avec une liberté absolue. Et c'est un des volumes les plus jouissifs. C'est souvent reconnu comme étant d'ailleurs le meilleur volume de la campagne, bien que dans la version Cubicle 7, le racornu, le prochain, est exceptionnel. Donc voilà. Donc on a tout. Et l'autre bouquin, c'est la campagne elle-même, donc Middenheim toujours. Alors oui, ils ont déjà sorti le bouquin de Middenheim, et en même temps que celui-là, sort le bouquin d'Altdorf qui sera utile pour le prochain volet. Mais ça vous permet de vous préparer, et de ne pas avoir trop à lire lorsqu'arrive. C'est une magnifique couverture, hein. Et donc, effectivement, il va se passer des choses horribles à Middenheim. Il va falloir sauver ou pas la ville, sauver certains de ses personnages, toujours de magnifiques illustrations. Et si vous aimez l'ennemi intérieur, bah écoutez, de toute façon, vous vous êtes pas posé la question, vous avez déjà acheté ce volume. Si vous connaissez pas, c'est certainement l'une des plus grandes campagnes de jeux de rôle qui soit parue jusqu'à présent. Et une absolument magnifique édition sous la forme des éditions collector. Je ne peux que vous inviter à vous ruer dessus. Warhammer est un jeu exceptionnel et que j'adore, et que je joue. Donc voilà, tout est dit en fait. Mais voyons un petit peu ce qui nous attend. Alors j'ai pas tout pris, j'ai pris les choses principales, en commençant par le suivant qui arrivera dans nos vertes contrées dans un des 6 plus je ne sais combien de mois. En tout cas, il va bientôt être en précommande, et c'est le Zoo Impérial. Le Zoo Impérial, c'est le bestiaire de Warhammer. Mais comme Warhammer ne fait pas du tout les choses comme les autres, ce n'est pas un véritable bestiaire au sens où on va retrouver des lignes et des lignes et des lignes de statistiques de monstres. Non. Alors on retrouve nous une magnifique carte d'Altdorf. C'est un essai d'un érudit impérial sur les multiples créatures qui peuplent le vieux monde. Et donc c'est présenté comme le fruit des rapports d'expédition, une sorte de Darwin de la créature bizarroïde du monde de Warhammer. Et il va partir dans des délires complètement fous. Il va présenter les membres de son expédition, bien sûr, hein, qui ont chacune leur personnalité, et dont certains témoignages vont se retrouver avec plus ou moins un langage plus ou moins fleuri, on va dire, hein.
Voilà, il va expliquer. La première expédition, c'est disant il a fait plusieurs expéditions, comme Darwin. Sauf que lui, il a rien compris de l'évolution. Hein. Il y a trop de chaos dans le monde de Warhammer pour que les lois de la science s'appliquent. Et on va voir, voilà, le grand cerf. Bah voilà. Alors bien sûr, on a ses caractéristiques, mais on a le rapport, des témoignages des différents membres de l'expédition, et on permettra de les suivre avec ces petits cachets de couleurs. Et ça, c'est assez rigolo de voir comment chacun des personnages de l'expédition réagit différemment. Bien sûr, des araignées et de leur rapport avec les gobelins des forêts. Voilà, hein, ça va être un sujet palpitant. Donc là, vous avez tous les gobelins des forêts. Alors on va pas faire tout le bouquin, mais les grands loups, tac, on continue. Il a rencontré des griffons, des sortes de gueules affreuses. Bref. Des Rhinox, des Squig, bien sûr. Alors les dessins sont un peu ceux qu'il a dessinés lui. Hein, il y a des dessins couleurs comme celui-là, et puis ça, on imagine bien que c'est l'érudit lui-même qui les a dessinés, les dragons, avec les témoignages. Alors il y a moult témoignages sur les dragons, les géants, etc. Donc vous avez tout. Après, on passe à la deuxième expédition. Hein, il est reparti, il n'en avait pas assez, donc il a vu d'autres choses, là, tac, tac. Des trolls des rivières, enfin bref, je vous laisserai découvrir. C'est fascinant à lire. C'est fascinant parce que, moi j'ai toujours trouvé que les bestiaires c'est hyper chiant en fait. Mais alors qu'est-ce qu'on se marre là-dedans? Parce que qu'est-ce qu'il est con hein, quand même, faut dire ce qui est. Par moment, voilà. Mais c'est de l'expérience de première main quoi. Donc ça donne un texte hyper vivant, ça se dévore. Je pense que Chaos Project va faire un excellent travail de traduction. Et alors, c'est sûr que c'est pas obligatoirement le bouquin le plus utile en termes de jeu, mais par contre, ça vous plonge vraiment dans le vieux monde de Warhammer, tel qu'on pourrait le concevoir. La troisième expédition, donc on continue, les chats sauvages, il a tout vu, lui. Hein. Les sirènes, etc. Et surtout que les monstres vus par le spectre de Warhammer, c'est différent. Et les appendices, où on va retrouver les différentes choses, des tables, et là, on est plus dans l'aspect technique du jeu, pour compléter ce qu'on a vu auparavant. Donc c'est un super bouquin, une super exploration du monde de Warhammer, avec bien sûr la conclusion de notre érudit, et les prochaines expéditions qui devraient arriver. Quelques personnages. Les personnages de l'expédition, si vous voulez rejouer les expéditions, il est tout à fait possible d'en faire une campagne en fait. En fonction de ce que vous avez lu là, ça peut être hyper marrant. Un résumé de toutes les traits de créatures, et bien sûr, quelques jolis dessins pour finir. C'est un excellent bouquin, qui n'a rien à voir avec tous les bestiaires que vous avez vus jusqu'à présent, qui est beaucoup plus drôle à lire, et qui est vraiment extrêmement attachant. Donc, chaudement recommandé. Alors, un peu plus loin, parce que je pense que je ne sais pas quel est le plan, ou s'ils vont exactement traduire tout dans l'ordre, mais un autre bouquin qui est sorti en anglais, c'est Salzenmund, qui est une cité du Norland qui se trouve près de la mer des Griffes, supplément d'ailleurs qui devrait bientôt arriver, et qui va décrire cette cité. Donc c'est un autre cadre. Alors on commence à avoir pas mal de bouquins de ville pour Warhammer, mais chacun passant déjà dans une province différente, donc Middenheim dans Middenland, Altdorf dans le Reichland, et là dans le Nordland, vous allez retrouver vraiment à la fois des informations sur cette province, sur le fonctionnement de l'Empire, et des villes qui sont à chaque fois très différentes. D'ailleurs, les couvertures sont toujours aussi belles. Voilà, là vous avez... Donc c'est une beaucoup plus petite ville que celle qu'on a vue avant avec Altdorf ou Middenheim, mais à échelle finalement très humaine. Toujours ces magnifiques couvertures. Alors ça c'est pas mal, ils font maintenant de tous les bouquins de l'île de ville, c'est une double page qui vous donne une idée de ce que vos joueurs voient s'ils dominaient un peu la ville. Et ça, c'est super chouette. Hein. Et comme c'est toujours très très bien dessiné. Alors, on va pas s'étendre, mais globalement, Salzenmund est connu pour ses mines et sa flotte. En fait, il y a une partie de la flotte impériale qui est stationnée là-bas. Donc, c'est l'occasion aussi pour le bouquin de s'attarder un peu sur la manière dont la marine impériale fonctionne. En plus de la description de la ville et de la description du Norland. Donc, on a la chronologie des personnages, en veux-tu, en voilà, les intrigues qui ont cours. Bon, voilà. Un guide du visiteur qui va vous aider à faire découvrir la ville à vos joueurs. C'est un très bon cadre de campagne. Je pense que, voilà, pour une campagne alternative, normalement, je ne crois pas que l'ennemi intérieur nous y mènera. Mais néanmoins, que ça soit comme un guide du Norland, si vous êtes curieux de savoir ce qui se passe au Norland, comme complément au supplément La mer des Griffes, qui va traiter justement de cette mer au nord de l'Empire, ou qui borde pas mal de territoires, c'est hyper intéressant. Donc voilà, c'est un très très chouette bouquin. Je pense que la ville est vraiment vraiment funky à découvrir. Là, on parle du Norland. Bref, avec tous les dangers, les intrigues,
les pistes de scénario possibles, donc il y a moult à faire, et c'est toujours aussi beau. Qu'est-ce qu'on a après? Alors on va passer à celui-là, hop, Up in Arms. Pour faire bref, Cubiscal 7 va s'attarder sur différents aspects des personnages et du jeu sous forme d'un ensemble de volumes. Up in Arms est le premier, et lui, il est consacré à tout ce qui généralement a une grosse armure et un gros outil destiné à vous passer de vie à trépas. Donc c'est tout ce qui est militaire. Le deuxième, Winds of Magic, qu'on va voir en dessous, se consacre à la magie, avec tous les aspects sur les personnages gravitant autour des collèges de magie, etc. Le troisième volume qui va apparaître, j'ai oublié le titre, sera consacré à l'aspect rural, à tous ceux qui vivent dans les campagnes. Et ça va développer les options de personnages, mais aussi, à nouveau, un petit peu sous forme d'un ensemble d'articles. Alors qu'est-ce qu'on va avoir là-dedans? Up in Arms donc, va se consacrer effectivement aux militaires de tout poil. Donc, les soldats de tout calibre, avec des nouvelles carrières, des nouveaux types de soldats pour servir dans l'armée impériale. Hop, voilà. Donc ça, c'est des nouvelles carrières pour les joueurs, hyper intéressantes, très sympa, avec des choses qui sont d'ailleurs assez différentes. Donc bien sûr, vous avez les artilleurs, les hallebardiers, les joueurs d'épée, mais aussi les gars des suivants de camp. Vous savez, quand les armées se déplacent, elles ont tout le temps des grouillots là, qui accompagnent. Comme bien sûr on est dans Warhammer, vous allez pouvoir jouer un de ces grouillots. Vous avez aussi le corps des cartographes impériaux. Moi j'ai trouvé ça hyper chouette. Les chevaliers de l'Empire, avec tous les ordres de chevalerie, et il y en a moult, parce que quand un empereur s'ennuie, il crée un ordre de chevalerie. Donc les chevaliers, les pauvres chevaliers qui n'ont pas d'ordre, mais après vous avez l'ordre du soleil éclatant, du loup blanc, les chevaliers panthères, etc. Vous les avez tous. Les chiens de guerre. Les mercenaires, c'est une partie importante de l'univers de Warhammer, puisqu'on se rappelle, hein, c'est un peu l'époque de la guerre de 30 ans. Et la guerre de 30 ans, il y avait plein de mercenaires. Donc là, on parle de tout le mercenariat. Et avec des carrières de mercenaires, bien sûr. Le cavalier léger, le spécialiste du siège, le piquier, etc., etc. Hyper intéressant, une grosse partie du bouquin. Et ça va pas être tant couvert que ça, même dans les éditions précédentes. On va se consacrer à la Tilée, un peu l'Italie version Warhammer, avec la possibilité de créer des personnages tiléens, avec la chronologie de la Tilée et la religion de la Tilée, le culte Myrmidia, qui est la déesse guerrière, une sorte d'Athéna, je crois, enfin une déesse guerrière, quoi, en fait. Non, voilà. Et c'est très très bien développé, et avec une carrière pour jouer une prêtresse ou un prêtre de Myrmidia. Elle est là, elle est belle. Voilà. Donc ça, c'est hyper intéressant. Voilà, on a la carrière de prêtre ou prêtresse de Myrmidia, avec ses miracles spécifiques, etc. On continue avec des règles, parce qu'il y a toujours quand même une grande partie de règles. Sur des règles, alors il y en a plein des règles alternatives, sur les blessures, des nouvelles règles de combat, des règles d'avantage, des nouvelles règles sur les armes. Alors là, c'est les armes, vous voyez là, on sent que le bouquin est consacré à la manière de réduire à l'état de purée ses adversaires. Hein. Le magasin, donc tout avec des nouvelles options d'armes, comment améliorer ses armes, comment créer ses propres armes, etc. Là, je vous laisserai le découvrir, c'est plein de règles. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas des règles qui remplacent, c'est toujours des règles alternatives ou optionnelles. Donc vous pouvez picorer ce que vous voulez. Si vous allez tout prendre, vous allez avoir un système de jeu qui va être velu, hein, bien velu, mais vous n'êtes pas obligé. Voilà, les règles de combat montées, alors là, si jamais, vous les utiliserez peut-être qu'une fois toutes les 10 parties, mais elles sont là, au moins elles existent. Comment embaucher des hommes de main, ça peut être utile, hein, c'est toujours utile d'avoir des gens pour mourir à votre place. Donc voilà, l'artillerie, hein, et si jamais vous décidez de vous en prendre à un château, vous aurez les règles de siège, et les dégâts que font les canons, etc. Donc, à nouveau, tout n'est pas utile, mais peut-être que ça le sera un jour et vous serez bien content de les avoir. Les poursuites, donc comment courir après quelqu'un pour essayer de le rattraper, des règles alternatives et les avantages de groupe dont je parlais auparavant. Voilà, des nouvelles occupations entre les aventures pour tous les guerriers, la classe de guerrier, voilà, avec des boulots qu'on peut faire, etc. Des talents qui ont été mis à jour pour les nouvelles règles, et voilà. Un très très chouette bouquin. Si vous avez au moins un ou deux joueurs guerriers autour de votre table, ça peut vraiment valoir le coup. Et si vous voulez lancer une campagne, notamment en Tilée, ou avec des personnages tiléens, parce que c'est assez sympa parfois, on peut imaginer une expédition de Tiléens venue de l'Empire. Au moins, vous n'avez pas besoin de vous embêter à trop expliquer le background aux joueurs, puisqu'ils connaissent rien de l'Empire, ils découvriront en même temps que leurs personnages. Et là, on va voir Winds of Magic. Alors il est magnifique, c'est l'édition collector, hein. Il y a une édition normale, mais l'édition de collector a été tellement belle que j'ai pris l'édition collector. C'est la même chose que l'autre, sauf que là on parle de magie. Et oui,
Et là, vous allez avoir plein de choses pour la magie. Il est extrêmement bien foutu. Moi, je l'adore, celui-là. Nouveau une carte. Alors, l'édition collector, on regarde les bords dorés. Oh, qu'est-ce que c'est joli. Voilà. Donc, les contes de sorcellerie, une histoire de la magie, etc. On va rapidement passer dessus parce que moi, je le trouve quasiment indispensable, tellement il est bien fait, celui-là. Parce qu'il va vous expliquer, en fait, tous les collèges de magie. Si vous ne connaissez pas Warhammer est divisé en 8 collèges de magie, chacun lié à un vent de magie, et chacun va donner finalement une personnalité différente aux sorciers qui pratiquent cet art. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que donc, la magie doit être enseignée dans les collèges de magie, un peu comme Harry Potter, mais en version hardcore. Et tous ceux qui pratiquent la magie sans être passés par les collèges de magie, normalement sont brûlés comme des sorcières par les inquisiteurs ou les répurgateurs. Donc, voilà, hein, donc les collèges, c'est quand même quelque chose d'important. Et ça va vraiment partir là-dessus. Donc il y aura plein de nouvelles règles pour la magie rituelle, des nouvelles règles de canalisation, etc. Des sorts en pagaille. Voilà, donc on y passe, c'est toujours aussi beau, c'est bienvenu. Les activités pour les nouveaux personnages, des nouvelles professions, le bedeau qui est l'employé des collèges de magie. Alors il y a aussi des règles d'alchimie, mais pas l'alchimie magique, un alchimiste tout à fait traditionnel, parce que dès que un alchimiste tout à fait traditionnel commence à arriver au bout de son art, il va découvrir la magie, c'est assez rigolo, ça mène à la magie en fait. Mais il devra quand même passer par les collèges, hein, sinon on le brûle. Voilà, donc on a un peu tout ça. Je vous laisserai le découvrir, mais celui-là, quand il sortira en français, ou si vous déjà lisez l'anglais, prenez-le parce que c'est vraiment une bible. Surtout, je trouve que ça explore des aspects qui n'avaient pas encore été réellement explorés, même dans les précédentes éditions. Même les anciens de Warhammer vont apprécier. Et ensuite, après, vous avez un chapitre par magie, par collège, avec le nom du vent, Ish, donc le domaine de la lumière, avec la carrière, avec le nom qu'on appelle les mages, les hiérophantes pour eux, avec un look très égyptien, parce que leur vent souffle depuis les déserts du sud, et ils se doivent d'apprendre la langue des anciens égyptiens, qui, rappelons-le, dans le monde de Warhammer, quand même, c'est devenu une sorte de... Ils sont toujours là, mais sous forme de morts vivants qui sont sortis de leur pyramide, enfin, bon, c'est un peu... Voilà, hein. Bref... On a tout ça, et on va avoir un chapitre par vent, tout simplement, Shaman, etc. Donc là, avec chaque fois, le mage en question qui va avoir, et les sorts spécifiques des nouveaux sorts à ce vent. Donc là, ça couvre une grosse partie du bouquin, tout cela. Le domaine du feu, bien sûr, hein, avec les mages du feu, le domaine de la nature, Gur, avec les chamans de la nature. Donc vous voyez que ça couvre quand même une grosse partie du bouquin, mais c'est hyper utile et c'est hyper intéressant. Ensuite, on a des règles sur les potions magiques, ça c'est toujours sympa, si vous voulez faire de la potion, il y a aussi les règles d'alchimie dedans, et à la fin un peu de magie, des grimoires, les pierres de pouvoir, comment faire des objets magiques, comment maudire, etc., les créatures magiques liées à la magie, comme les élémentaires de magie, etc., les bêtes des marais, qui rappelleront des choses aux vieux joueurs de Warhammer, du jeu de figurines, les familiers, bref, tout, une véritable encyclopédie de magie. Hein, et l'effet des vents sur la vie de tous les jours, ça c'est assez rigolo. Et comment essayer de trouver les vents pour mieux canaliser sa magie, quoi. Ça c'est assez rigolo, je pense que ça peut être marrant. Donc voilà, franchement, à la fin, ça parle un petit peu du chaos. Ça développe pas trop ça. Hein. C'est vraiment un bouquin sur les collèges de magie impériaux. Donc, c'est ce qu'on attendait de ce bouquin-là. Et ça le fait très très bien. Carte de l'Empire. Et un très très beau 4 de couve. Donc voilà, celui-là, franchement, quand il arrivera en français, ruez-vous sur lui. Up in Arms m'a beaucoup plu. Moi, j'ai été vraiment enthousiasmé par Winds of Magic. C'est rare que... Enfin, non, c'est rare, c'est pas vrai, mais on voit souvent des magiciens dans le monde de Warhammer, et souvent, vous en aurez un à votre table, parce que de toute façon, les joueurs de jeux de rôle, on leur dit, il y en a un sur 10 000, c'est un magicien. Moi, je veux en être. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Donc, il y aura certainement un magicien à votre table. Et ben voilà, Winds of Magic permettra de donner un peu de corps et de substance à tout ça. Bref, comme vous voyez, la gamme de Warhammer se développe très très bien. On va avoir là, imminemment sous peu en anglais, la mer de Griffe, qui est ce supplément régional sur le nord. Il y a d'autres choses qui arrivent, ils n'arrêtent pas d'en sortir. C'est la Lustrie aussi qui arrive bientôt. Bref, nos amis de Chaos Project ont un petit peu de mal à tenir le rythme parce que ça sort très très vite. J'espère qu'ils vont continuer à soutenir la gamme avec vigueur. Mais en tout cas, ils font un très très bon travail de traduction.
comme tout le monde le sait, les débuts de Warhammer en France ont été un peu compliqués. Aujourd'hui, tout roule. Les bouquins sont vraiment bien édités. Je vous conseille vraiment d'y aller. Et pour ceux qui sont impatients comme moi, ben, prenez-les en anglais et puis reprenez-les en français quand ils arrivent. Voilà, et ben, je vous dis à bientôt et on verra s'il y a un troisième, le retour du retour de la gamme Warhammer. À bientôt!